Ok. Ça, c'est le retour au traditionnel. Au traditionnel, exactement. Exactement. Donc, voilà, nous sommes sur Facebook Live. Alors, j'ouvre la présentation et on commence tout de suite. Donc, voilà, tout d'abord, bon après-midi à tous les participants. Et nous accueillons chef Cynthia Bittard sur notre plateau digital. On va l'appeler plateau digital dorénavant parce que, vu la situation, c'est plus un plateau live. Pour ce troisième webinaire, et toujours dans le contexte des jeudis culinaires et œnologiques. Alors, encore une fois, bonsoir Cynthia. Bonsoir Marianne. C'est agréable chez toi, vraiment. Et merci et bonsoir tout le monde. Sûrement. Bonsoir à tous les participants. Et voilà, donc on va commencer par une petite introduction. Je vais dire que Cynthia est diplômée en gestion des arts culinaires et de l'hôtellerie de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Lyon, bien la capitale gastronomique. Excusez-moi. Et elle est membre aussi de l'Académie nationale de cuisine. Nazira Catering, on ne peut pas s'en passer de Nazira Catering. Donc, c'est une entreprise familiale créée en 1997 et qui est des plus renommées du Liban et du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Tout à fait. Surtout dans le secteur de la restauration. Alors, on commence un peu par votre parcours, Cynthia, si vous le permettez. Donc, comment décrivez-vous votre parcours? Est-ce que déjà, de prime abord, on peut se tutoyer, Marianne, s'il te plaît? Sûrement, sûrement. Ah, parfait, parfait. Comme ça, on sera plus à l'aise, non? Oui, 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 sûrement. Alors, comment je décrirais mon parcours? Je dirais déjà qu'il est mémorable et je vais commencer par une petite anecdote que je raconte depuis 20 ans. Je commence toujours à raconter mon parcours ainsi parce que c'est assez sympathique. Oui. Je dirais que tout comme Obélix, je suis tombée dans la marmite de Nazir étant petite. Et puis après, elle a continué à l'accompagner dès l'âge de 4-5 ans, comme à l'époque, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas ce système qu'on a maintenant de nos jours de placer les enfants dans des garderies et des crèches. Donc, je l'accompagnais. Elle était la pionnière à donner des cours de cuisine. Je parle dans les années 80. Donc, quand je l'accompagnais pour ces cours de cuisine, moi, j'étais supposée aller jouer avec les enfants du même âge. Donc, ils nous mettaient tous dans une même chambre pour jouer. Je me retrouvais toujours sous les tables, entre les jambes des dames qui prenaient, enfin, des étudiantes qui prenaient les cours de cuisine, à deviner qu'est-ce que Nazira était en train de donner comme cours de cuisine. Donc, juste au flair, je sautais d'en dessous des tables et pour deviner, tiens, vous êtes en train de faire un baba au rhum, par exemple. Mais, alors, tout le monde regardait et disait, mais nous, on est supposé savoir ce qu'on fait, mais on est complètement perdu. Comment toi, à l'âge de 4-5 ans, tu vas savoir ce qu'on est en train de faire? Donc ça, c'est la petite anecdote pour vous dire que la cuisine, elle fait partie de mon identité, de mon ADN, et c'est toute ma vie. Ça n'a jamais été un choix ou un choix de carrière, c'est-à-dire que comme tout autre métier, on va au travail et on revient, on a sa vie privée et sa vie intime. Je vis et je respire pour la cuisine. C'est incroyable. Voilà, entre autres. Intéressant. Donc, pour parler du parcours professionnel, pour retourner au parcours professionnel, j'ajouterai à ton introduction, entre autres, qu'en 2018,
Je suis membre fondateur de l'association des disciples escoffiers Liban. Donc, on a créé l'association au Liban en 2018. Et puis après, donc on a été on a été à Zurich pour être intronisé et venir monter l'association ici. D'accord. Sinon, donc après l'institut, après ma formation universitaire à l'Institut Paul Bocuse, j'ai été faire plusieurs stages, beaucoup de formations. Jusqu'à aujourd'hui, je continue chaque année et dès que je peux à toujours rester vraiment à la pointe des technologies et des nouvelles tendances, parce que c'est un métier qui n'en finit jamais. On n'en a jamais assez appris. Toute personne qui croit avoir fini d'apprendre et rien, enfin, Rien compris. passe à côté. C'est vrai. Ce que je pourrais résumer rapidement, parce qu'en fin de compte, 20 ans se sont passés depuis l'Institut Paul Bocuse, et de retourner pour prendre les rênes ou commencer l'aventure avec Nazira, qui est maman. Donc 20 ans se sont passés comme un éclair. Enfin, je ne les ai pas vus passer. Mais l'éclair est très bon, donc vous avez passé de bons l'éclair moments, oui, parce que des moments délicieux. comme je te disais, il y a énormément de défis, et c'est ce qui est en fait dans notre métier, c'est l'adrénaline, c'est les challenges, c'est les obstacles qui font que c'est très intéressant et ça te booste. Surtout quand tu as une clientèle très exigeante qui a tout vu et qui vient chez toi, pas pour manger, parce qu'on n'a pas une clientèle qui a faim, en fin de compte. Ce que nous offrons à notre clientèle, c'est de la nostalgie, c'est de l'émotion, c'est du rêve, c'est de les emmener vers une expérience. Donc, ça, c'est le défi le plus important dans notre métier. Donc, on est l'un des premiers traiteurs. Je vais te situer dans le temps. Donc, on est l'un des premiers traiteurs en 97 à ouvrir au Liban. Au Liban. Donc, on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui de notre temps, ni les moyens, ni le matériel, ni l'expérience. Donc, on a été autodidacte. Très polyvalent. Donc, c'est un métier où, en fait, c'est un parcours qui m'a appris à être polyvalente, à ne pas avoir peur des moindres défis, à s'adapter à tout obstacle ou à toute Toutes les circonstances aussi. petite surprise. Donc, donc, commencer par être déjà logistiquement créer les situations et s'en sortir. Puis après, faire du outside catering, donc de sortir avec ton savoir-faire en dehors du Liban. Ça, c'est encore une autre aventure, des plus belles, parce que on a fait particulièrement donc les pays arabes, donc tellement c'est challenging et c'est en même temps grandiose, donc il faut vraiment être à la hauteur des attentes. Puis c'est de là où tu commences à savoir comment amener toute matière première de A à Z, du sel jusqu'au citron, de l'huile d'olive. Il n'y a que l'eau qu'on prenait de là-bas. Si je pouvais même ramener l'eau, donc tout était exporté du Liban. Tout était exporté du Liban. Donc toute matière première. Déjà, il fallait donc créer le menu de A à Z selon un thème. Collaborer avec des wedding planners ou des planners tout court, que ce soit pour des petits dîners jusqu'à
faire des 2000 personnes en, 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 en site dinner, donc en service sur assiette. C'est un défi, hein, c'est un grand challenge. Énormissime, énormissime, de travailler donc dans des cuisines qui ne sont pas les tiennes, donc équipements qui ne sont pas les tiennes. Et voilà, enfin, je pourrais t'en parler. Parfait, parfait. C'est déjà, ça donne une idée de ta passion déjà, Cynthia, pendant toutes ces années. Oui, oui, oui. Après, il y a beaucoup, il y a beaucoup de. On a le temps de continuer là-dessus, oui. On peut passer si tu veux, parce que je crois que déjà les participants te connaissent très bien. On a fait une bonne introduction. Donc, si on passe comme vous êtes en train de voir, surtout les participants, avec le slide qui est en face de vous. Donc, maintenant, on va parler un peu de l'histoire et on va parler aussi du terroir. D'accord? On a un peu parlé du terroir la fois passée, mais on va aussi revoir le terroir, mais d'un autre point de vue. D'accord? Donc, on sait bien que déjà, nous avons le climat qui est idéal, nous avons le sol, la topographie et le savoir-faire qui est la mise en valeur par l'homme. D'accord? Donc, et si on remonte aux origines du Liban et à sa géographie, pour en apprendre plus en ce qui concerne les traditions de ces plats, nous savons particulièrement que notre cuisine a été très influencée au fil des siècles par les différents peuples qui se sont installés, n'est-ce pas? Les Turcs, les Ottomans, les Arabes. Donc, il y a eu pas mal d'histoires dans ce On va petit dire Ottoman, pas turc. les Jusqu'à Ottomans, maintenant, Ottoman. exactement. C'est ce que j'ai dit, les Ottomans. Donc, donc, on est très influencé, mais en fin de compte, notre cuisine garde tout de même de nos jours son origine propre et une particularité qui fait d'elle un pays si beau et aussi qui fait de cette cuisine une cuisine conviviale, une cuisine de partage, n'est-ce pas? Et puis, le Liban, d'ailleurs, est un pays montagneux par excellence et possède, comme je viens de le dire, un climat tempéré et qui est idéal en parlant des 4 saisons. Donc, quand on revient à Cynthia Bitar, quand ça revient à Cynthia Bitar, quelle importance accordes-tu à l'histoire de la gastronomie libanaise et comment tu évalues ce terroir libanais? Tout commence par l'histoire, dans tout, à mon avis. Hormis la cuisine, dans toute la vie de l'être humain, hein, pour moi, commence par les racines, les origines et par conséquent l'histoire. Donc, afin de comprendre l'histoire de la cuisine, parce que quand on va visiter un pays, automatiquement, tu découvres sa cuisine et par conséquent, en parallèle, tu découvres son histoire. Donc, que serait-ce une histoire tellement riche comme la nôtre, écrite dans tous les livres et dans toutes les archives écrites. Il n'y a aucun doute que nous avons une biodiversité qu'on pourrait nous envier, c'est sûr. Nous avons les 4 saisons, nous avons la mer, nous avons les chaînes montagneuses, nous avons la plaine de la Bekaa qui est un énorme trésor au niveau climatique, agricole et par conséquent traitement et technique d'élaboration et de transformation des denrées alimentaires. Les influences des envahisseurs qui nous ont conquis ont énormément impacté le climat ainsi que, bien sûr, enfin, régionalement, si tu veux, on pourrait décrire la cuisine, c'est-à-dire que si on se dit comme ça superficiellement et rapidement, on se dit dans les montagnes, on a les alpages et par conséquent, on a tout ce qui est produits laitiers.
Et sur le littoral, au bord de la mer, tu as tout ce qui est arbres, agrumes et autres. Ah, fruitier, oui. Donc, par là commence en fait la découverte de la cuisine. Quand on me dit cuisine traditionnelle, par conséquent cuisine régionale, parce que traditionnelle n'est pas générale, mais régionale. Donc, tout dépend de où tu te trouves, où tu es né, ton milieu, ton environnement va te dicter quels sont les plats euh, suite aux ingrédients qui sont autour de toi, que tu utilises et que tu transformes pour ta cuisine régionale et qui t'est propre après, familiale. Donc tu prends tes ingrédients, tu essaies d'utiliser les ingrédients et les produits locaux plutôt qu'importer, ou parfois tu importes parce que le thème du menu ou aussi ça peut être un menu français ou un menu italien, donc là tu es obligé d'importer, n'est-ce pas? Alors, si on veut parler sur le terrain d'une manière pratique, Oui. il est évident qu'on est en train d'importer quand on est sollicité à faire un menu où le produit n'est pas local. Si je veux parler à titre personnel, et c'est comme ça en fait qu'a évolué Nazira Catering à travers justement euh, comment ma personnalité et mon caractère je l'ai évolué et je l'ai donc influencé et fait passer à Nazira Catering en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que au début, quand je suis rentrée de la France, donc il y a 20 ans, on rêvait que de produits français et par conséquent que de produits importés. On rêvait que de faire de la cuisine française. Tu es à un âge, et c'est ce qui est beau dans notre métier, c'est que notre métier est un art. Et donc, il évolue avec toi, avec ta personnalité, ton caractère et ta maturité. Donc, avec le temps, j'ai pu me retrouver quelque part, peaufiner ce que je voudrais faire. Et c'est là où j'ai commencé à développer et avoir un engagement un engagement très sévère envers une cuisine locale, une cuisine responsable, en court-circuit, et ainsi de suite. Et puis de nos temps, surtout maintenant, durant la crise économique, nous sommes obligés d'utiliser les produits locaux et d'oublier un peu tout ce qui est importation parce que we cannot afford it. C'est pas évident de nos jours. Exactement. Là, on en revient. Enfin, j'allais en revenir encore un peu, enfin plus tard dans la discussion. C'est-à-dire que maintenant, entre crise économique et Covid, je crois que les gens ont commencé à réaliser l'importance de revenir vers les racines, vers l'authenticité, le traditionnel et la valeur de ce que c'est que la terre, l'agriculture, l'artisanat et ainsi de suite. Et puis aussi Euh, être créatif dans les menus. En mm, utilisant nos produits locaux, on peut vraiment commencer à penser différemment et à mm, sortir des menus un peu différents. En mm. utilisant, par exemple, on parle beaucoup de nos jours de l'Afrique, mais je suis sûre qu'il y a tant de choses qu'on pourra faire avec l'Afrique au lieu d'importer la quinoa. Tu vois. Certainement, Et évidemment, ça fait évidemment. des années que cette tendance existe dans le monde entier. Ouais, ouais, tout Tout à à fait. fait. D'ailleurs, on va voir après dans les slides suivants des merveilles que tu Mhm. avais toi-même cuisinées et présentées dans des plats qui sont vraiment très beaux. Nous allons Je voir voudrais tout à rajouter l'heure. un petit truc avant de tourner Sûrement. vers une autre question, si tu veux, à propos du sujet dont on parlait. Euh, la cuisine donc englobe, si tu veux, l'histoire, la culture, les rites religieux et un phénomène social. C'est qu'à travers tout ça, regroupé dans une cuisine où tu découvres le peuple et l'histoire de ce peuple.
derrière. C'est vrai, c'est vrai. À Cynthia, travers juste nous avons, excuse-moi de t'interrompre, mais nous avons une question de Monsieur Philippe Massaoud. Juste que je donne la parole à Monsieur Massaoud. Voilà. Bonjour Philippe. Bonsoir, Monsieur Massaoud. Bonsoir Philippe. Non, bonjour, bonjour. À New York. Ah oui, à oui, New oui, York. vous êtes aux 11 heures du matin. États-Unis. C'est vrai, bonjour. Bonjour. Vous êtes à New York. Ouais. Une question. Premièrement, est-ce que vous enregistrez? Are you recording this webinar and will you be sending a link? And then, second of all, how long do you expect it to last? Just so that I can plan, because I'm, I'd love to listen to everything you have to say. Well, it should take around 40 minutes. Okay. So we started already at 5:30 p.m. here in Beirut. So it's going to take almost an additional 30 to 40 minutes. 30 minutes. And it will be definitely recorded, so we can definitely send it back to you if you are busy later on. All right, excellent. Thank you so much. This is really wonderful. Thanks to you. Hope to see more of it in the future. Sure, and we hope to host you very soon. I've been personally to your restaurant in New York, and I've tasted the most delicious fattoush and shawarma ever, and it's very surprising because believe me, because it was in New York. But when you know that it's a Lebanese chef, you are no longer surprised. So you are our pride in New York. And we were very happy that you also obtained the 5-star Diamond Awards. Thank you so much. That's very kind of you. It's our duty to do justice to our cuisine. It's an amazing cuisine, and I don't think it's seen its day in the sun yet. Exactly. Exactly. Thank you. You're the most welcome. Thank you. The most welcome. Ouais. Voilà, back to you. Et où est-ce qu'on en était? Tu parlais un peu de l'histoire. Donc l'histoire, de la gastronomie. Oui, enfin, tu t'imagines, tu as donc l'influence grecque, romaine, ottomane, puis après tu as à travers l'exode des Arméniens de par le génocide, tu as une influence donc arménienne. On est une cuisine ouverte levantine, donc on est aux frontières de la Syrie, d'Israël, de la Jordanie. Donc tu imagines le brassage de cultures qu'on pourrait enfin de culture, de techniques, de goûts, de produits qui vont et qui viennent et qui évoluent et qui brassent avec le temps. Et puis après tout ça, tu as la créativité et le chacun pour soi et l'interprétation de chaque chef à travers et de donner en fait vie, émotion derrière tout ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est très beau ce que tu es en train de dire, surtout avec le chant des oiseaux derrière toi. Donc voilà. Alors, si on regarde ce slide aussi, c'est une petite représentation de la diaspora libanaise dans le monde entier. Donc, selon toi, comment tu positionnes la cuisine libanaise ou la gastronomie libanaise par rapport aux autres cuisines, aux cuisines du monde, Cynthia? Écoute, étant un tout petit pays, l'effet de la cuisine libanaise dans le monde a un énorme impact par rapport à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays encore plus grands que nous et qui ont une cuisine méconnue. Et ce, grâce, entre autres, des immigrants depuis peut-être la Première Guerre mondiale. Ça fait un siècle, ça va faire un siècle cette année, en fait, que les Libanais immigrent et quittent le pays à cause de ces problèmes qui persistent à rester. C'est vrai, malheureusement. qu'on a envie et qu'on a empathie jusqu'à aujourd'hui.
Mais pour rester positif et n'en tirer que le positif, c'est que cette diaspora a fait connaître la cuisine libanaise dans le monde et l'amour de cette terre et de ce pays, on y est très accroché. Et puis, tu as l'engagement des chefs amoureux de ce patrimoine qui vont donc ambassadeurs. Enfin, si je te donne un exemple, ça fait depuis 2012 peut-être, un truc comme ça, où on participe au festival des étoiles de Mougins. Enfin, on a été parmi on a fait les 3 saisons, les 3 premières saisons de ce festival où on est allé faire connaître la cuisine libanaise parmi tous ces chefs étoilés. C'est pour ça que ça s'appelle les étoiles de Mougins, parce qu'il n'y a que des chefs étoilés du monde et nous en train de faire connaître notre cuisine à travers ce festival. Puis après, on a les collaborations qu'on fait. On fait des pieds et des mains pour tisser des liens avec des collègues, des amis chefs dans le monde. Où je vais, par exemple, j'ai été à Marseille chez un ami chef étoilé pour faire un week-end de cuisine libanaise dans son restaurant qui s'appelle Les Puisettes à Marseille. Donc, c'est un partage fabuleux, c'est une richesse à donner et prendre inconditionnelle. Et une satisfaction de voir combien on est respecté, admiré et combien la cuisine libanaise est aimée en dehors du pays. C'est vrai, c'est vrai. Cynthia, nous avons aussi peut-être une question de Monsieur Ryan Haikal. Donc, Monsieur Haikal, vous avez une question à poser? Je vous donne Oui, la parole. bonsoir. Salut Bonsoir. Cynthia, tout va bien? Salut Ryan. J'ai une question très simple. Qu'est-ce que la cuisine libanaise? Est-ce qu'il y a une définition de ce qui est libanais ou bien c'est un mélange d'emprunts de cuisine, comme vous l'avez dit, d'origine arménienne, ottomane, arabe, égyptienne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une définition simple de ce qu'est la cuisine libanaise? Est-ce qu'il y a une définition simple de ce que c'est que la cuisine française? Libanaise? Non, je pose la question. Je veux dire, toute cuisine, Ah. toute cuisine va être imprégnée par l'histoire, on parlait là tout à l'heure donc de tout ce qui est envahisseurs qui sont passés par chez nous et dont on a été influencé. Et puis après, il y a évidemment le côté géographique, la biodiversité qui joue énormément, le climat, etc. On est sur le bassin méditerranéen. Donc la cuisine libanaise est une cuisine, c'est sûr que est une cuisine de partage, est une cuisine de générosité et d'amour, ça c'est sûr, parce que justement à travers les tables et les différents plats qu'on invite notre hôte à déguster, c'est avant tout mettre à l'honneur l'œil, la générosité et l'accueil du Libanais pour son invité. Ça, c'est le phénomène social qui est en jeu dans ce cas-là. Donc, en résumé, la cuisine libanaise, c'est une cuisine d'amour, de générosité et de partage. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si ça répond à votre question? C'est bon, Monsieur Haikal? Il est parti, je pense, non?
Il est encore avec nous? Désolé, Jean. Désolé, j'ai juste raté les 10 dernières secondes. Voilà, c'est tout. Pourquoi je pose la question? Vous m'entendez là? Oui, Oui. on vous entend. Oui, oui. La question vient du fait que je me rappelle que l'ancien ministre du Tourisme, Fadi Aboud, s'amusait pendant son mandat à prouver que c'est les Libanais qui ont inventé le hummus, ce sont les Libanais qui ont inventé la limonade et qu'il s'amusait à faire les plus grands plats et la plus grande bouteille ou je ne sais quoi de ces produits-là. Juste dire que par comparaison, le sushi est un plat japonais, par exemple. Est-ce qu'il y a un plat qui est caractéristique, qui représente cette cuisine libanaise? Qu'est-ce qui la distinguerait de la cuisine syrienne ou jordanienne ou palestinienne à ce moment-là? À savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon est une île, donc qui vit en autarcie, on va dire quelque part. Donc, le Liban, il est de toutes ses frontières. Il a des voisins de par toutes ses frontières. Je dirais que l'influence du Liban, comme en plus on faisait partie de la Syrie, je crois qu'il y a des plats typiquement libanais. Pardon. Non. Ah, ok. À toi. Continue. À toi. Ah, pardon. Donc, géographiquement et historiquement, je pense que le Liban ne peut pas se comparer au Japon. À savoir quelque part qu'il y a quand même un trait commun en Asie dans la cuisine. C'est vrai qu'au Japon, vous avez le sushi. Non, pardon. Non, vous avez le riz comme ingrédient est commun. La sauce soja est commune, le saké est commun en Asie entre plusieurs pays. Tout comme le Liban, je pense qu'on doit se partager avec les bords de nos frontières beaucoup d'ingrédients et ça va de soi, beaucoup de plats. Je ne pourrais pas dire que le hummus est exclusivement libanais, ni la limonade, ni le falafel. Mais je ne saurais pas vraiment dire, par exemple, que la kibbe ernabi, par exemple, ne serait pas peut-être libanaise. Et d'ailleurs, j'ai pas assez de recul là-dessus pour dire s'il y a un plat spécifiquement libanais. D'ailleurs, il faut aussi parler de plusieurs plats qui se trouvent dans les zones rurales de nos jours. Et on va voir ça dans les slides qui vont suivre. Là, peut-être, tu pourras un peu parler de la cuisine des montagnes, de la cuisine de nos ancêtres et comment on a hérité ces plats. Sûrement, nous étions influencés par les différentes cultures et les différents pays, et les différentes civilisations aussi. Mais quand même, la cuisine libanaise, comme on le dit toujours, ce n'est pas le hummus mtabbal et taboul, c'est bien d'autres plats. C'est très important de dissocier la mésée de la cuisine libanaise. Pour moi, la mésée n'est pas la cuisine libanaise. C'est une cuisine qui fait partie de la cuisine libanaise, mais ce n'est pas que de la cuisine libanaise. C'est une cuisine qui va se manger dans les restaurants majoritairement, mais chez chacun pour soi, chacun chez lui à la maison, il va pas à chaque fois qu'on va manger, on va mettre une table de kilomètres de mésée. On a les plats régionaux. Voilà, si on est en région donc rurale, montagne, côté littoral, etc., tout dépend d'où on est. On a les plats de grand-mère, de mère et hérités de nos aïeux. Je suis contre de dire que la cuisine libanaise se résume à la mésée. On est très, très loin de ça. On a tellement de plats et de richesses que ça ne tient pas qu'au mésée.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on est en train de voir devant nous différentes spécialités culinaires. Il y a des spécialités comme, par exemple, ce que vous êtes en train de voir, le ma'kroun, belabne ou awarma. Donc, on a mangé ça à Aoura. Ils le font aussi avec le hamoud, le husrum et de l'huile d'olive de la région. Et nous avons le burghul, awarma, et nous avons la awarma qui est un peu partout au Liban. Donc, il y a des spécialités culinaires dans tous les villages et vous serez surpris vraiment de goûter à des plats qui sont très différents de ce qu'on connaît chez soi et de ce que notre mère parfois cuisine à la maison. C'est totalement différent. Et c'est là où le patrimoine culinaire se traduit par les recettes traditionnelles que nous avons héritées de nos ancêtres. Donc, ce qui m'amène à ma question suivante. Tu reviens souvent, toi-même, Cynthia, à aussi des recettes traditionnelles pour s'inspirer, surtout la cuisine qui a été transmise de mère en fille. Tu as l'exemple parfait en face de toi d'une mère et une fille, et que serait-ce si c'est une mère chef qui a transmis et légué un savoir-faire, une cuisine régionale, traditionnelle. Je reviens toujours sur le régional avant de dire traditionnel. Et pour appuyer encore plus ce que tu viens de dire sur les plats que rares ceux qui connaissent, sauf ceux de la région, du propre village ou de la région qui y vit. Ça fait peut-être plus de 5 ans que je suis à la recherche de toutes ces recettes oubliées. Je suis en train de travailler des pieds et des mains pour garder justement un patrimoine qui est en train de se perdre, d'encourager les nouvelles générations et les filles à leur mère pour n'importe quel plat ou n'importe quelle cuisine ou technique de travail, que ce soit le mar'ou ou que ce soit le tannour, à commencer par là, à faire de la moune, aurama. On y revient maintenant en cette période de Corona et crise économique. On en revient et on commence à réaliser l'urgence de revenir et d'apprendre et de s'accrocher et retourner à ces techniques ancestrales qu'on ne doit pas ni mettre dans les oubliettes, ni vraiment... c'est primordial, c'est très important de s'accrocher à ça et de continuer à perdurer et à enseigner et à transmettre. C'est ce qui va nous faire garder notre identité, notre ADN, c'est ce qui va nous faire survivre pendant cette période. C'est vrai, donc, c'est devenu très essentiel et vital durant cette période. Il y a tellement de plats et chaque jour j'en découvre et plus je visite des villages, des personnes d'un certain âge et plus j'en découvre et plus je croyais que j'avais fait le tour, surtout parce qu'au Liban on a tendance à croire que on a quelques ingrédients et quelques plats et puis on a vite fait le tour, alors qu'en France, qu'au Japon, alors que ce n'est pas vrai du tout. On connaît mal notre pays, on connaît mal notre cuisine. C'est une cuisine qui est très désabusée, qui est très mal vue. On recommence petit à petit à en connaître la valeur et à lui donner sa juste valeur. Il y a tellement à faire. On fait beaucoup chaque jour, nous, en tant que professionnels.
mais vraiment, comme tu viens de le dire, tu as donné deux, trois exemples, mais il y en a tellement. Hier même, je viens de rentrer d'un village qui s'appelle Aït al-Fakhar. D'accord. Hier, j'étais à Aït al-Fakhar en train de découvrir le village et une personne donc, qui travaille et qui fait de magnifiques produits laitiers à base de chèvre. Bref, on parlait et j'ai découvert qu'ils font un taboulé à base de pois chiches verts. Oui, qu'on mangeait quand on était petit. Voilà. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont des terrains et des terres à n'en plus finir qu'ils plantent de ils vont cueillir et ils en font un plat en saison de taboulé à la C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, j'ai mangé un hummus il y a 2 semaines qui était délicieux et j'ai découvert par après que c'était fait à base de laïbéné. Donc, ils ont séché ce pois chiche. Pourquoi aller faire un hummus de edamame? J'ai vu ce truc quelque part. C'est pas du hummus. C'est une crème de edamame ou une purée. C'est pas ça. C'est pourquoi aller chercher midi à 14h quand on n'a pas la connaissance de son propre patrimoine et de ce que le pays peut produire. Encourager, pousser les gens à le faire et aider ce pauvre producteur, agriculteur et lui donner vraiment sa place. Est-ce que je plante, est-ce que dans ma culture et dans mes terres, j'ai de l'edamame ou c'est au Japon qu'ils ont de l'edamame? Exactement, exactement. Cynthia, nous avons une question posée par Madame Sabine Boustani, donc je vais la lire. La cuisine libanaise représente pour beaucoup goût et générosité, des plats qu'on partage, des recettes traditionnelles, des spécialités de chaque village. Est-ce qu'elle pourra être raffinée? Donc, c'est une question qui nous amène à notre dernier slide. On va vous répondre tout de suite, Madame Boustani, en parlant des plats qui ont été concoctés, que vous êtes en train de voir en face de vous sur votre écran, par chef Cynthia Bitar. Donc, c'est là où j'aimerais bien entendre encore une fois, Cynthia, la citation que tu m'avais communiquée du chef Auguste Escoffier, qui nous parle de l'évolution de la cuisine. Oui, je vais te lire tout ça. Je vais lire tout ça. Tu es prête à la communiquer? Est-ce que tu l'as? Attends. Ok. Bon. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, on t'entend. Donc, petite minute, parce que je l'ai perdu, excuse-moi, mais j'y arrive. On est en train d'entendre le chant des oiseaux. Parfait. Alors, ce fameux visionnaire qui est Auguste Escoffier. Donc, je suis tombée justement, et je t'en ai fait part de cette petite citation qui disait que la cuisine évoluera comme évolue la société elle-même, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et à une précision qui ne laisseront rien au hasard. Nous devons chercher en nous-mêmes de nouvelles voies afin de laisser des méthodes de travail adaptées aux mœurs et usages de notre temps. Donc, combien c'est beau tout ça. Wow, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, ton avis là-dessus et comment tu es en train d'appliquer ça dans ta cuisine?
c'est te dire que ça fait des années justement où j'ai trouvé ma voie, où j'ai trouvé j'ai tout le temps voulu, tu sais, quelque part laisser une signature, enfin une trace, de marquer la scène gastronomique quelque part. Donc, avec donc la maturité, l'évolution de soi, tu découvres que je suis libanaise, certes, avec donc une formation plutôt de technique française et de cuisine française. Donc, comment mettre, si tu veux, comment mettre en avant la cuisine libanaise traditionnelle, quelque part archaïque, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça que les gens la voient souvent. Comment la mettre à la pointe du jour, comment l'alléger, comment la moderniser, que ce soit au niveau du goût et au niveau visuel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller chercher dans mes souvenirs d'enfance, dans les plats que moi, qui me tiennent énormément à cœur, qui me parlent, dont j'ai énormément d'histoires à parler autour de ces plats. Et puis, surtout, ayant eu les bases, parce que sans base et sans histoire sans base, tu peux pas sortir des terrains battus. C'est-à-dire, c'est comme en musique. Si tu n'apprends pas ton solfège, t'apprends pas ton solfège, tu pourras pas être auteur-compositeur. Et là, c'est pareil. Pour devenir pour faire une cuisine d'auteur créative, il faut avoir bien connu ses bases, bien pratiqué ses plats traditionnels pour pouvoir sortir des terrains battus. Et là, à ce moment-là, laisser cours à une créativité, à de l'imagination, à surtout une nostalgie et quelque chose qui te parle vraiment au fond de toi. C'est le secret. Donc, Donc, après avoir développé tout ce savoir-faire et surtout en comptant sur ton engagement sans faille, parce qu'on sait combien vraiment tu t'y mets et tu fonces là-dessus pour vraiment innover et créer en se basant toutefois sur le traditionnel. Donc, cette alliance existe dans vos plats qu'on est en train de voir en face de nous. Peut-être tu pourras un peu nous parler de ces innovations. Avant de t'en parler de ces innovations, j'ai quelque chose de très très important à dire, c'est que faut pas se tromper et faire vraiment la différence entre une cuisine qui va être qu'on appelle fusion, je déteste ce mot et je n'y crois pas du tout, et qui est une cuisine qui va distorsionner et qui va complètement basculer les codes et ne plus retrouver l'essentiel. Ce que je fais, c'est une cuisine qui respecte l'ADN et l'identité, c'est-à-dire que quand on ferme les yeux et qu'on prend une bouchée de ce que, enfin, d'un exemple de ces photos que vous avez en face de vous, vous allez automatiquement retomber en enfance ou automatiquement vous rappeler et savoir ce que vous êtes en train de manger, même si l'apparence des fois est trompeuse. Très important, on ne peut pas jouer avec l'ADN et l'identité, on ne peut pas bafouer et ne pas respecter le plat qui nous a été transmis, et on nous demande seulement de respecter ce qu'on nous a légué. Exactement, exactement. Parce qu'en fin de compte, fusion, ça peut porter confusion. Fusion, pour moi, c'est confusion. Donc, respecter les recettes de base est essentiel et vital pour aussi respecter le goût, en fin de compte. On ne peut pas perdre, comme tu viens de dire, notre ADN. La cuisine libanaise doit être sauvegardée et préservée
le plus longtemps possible, mais c'est très important aussi d'innover, comme on le voit dans ces photos, et ça me fait rêver d'avoir un jour un restaurant libanais étoilé au guide Michelin, vraiment, parce qu'on a tout le potentiel de le faire. On a tout le potentiel de le faire. C'est vrai, on l'a. Enfin, on pourra rayonner ailleurs comme on le fait si bien aussi. On espère Exactement. avoir quelque chose, le guide Michelin au Liban. Mais bon, ce que vous voyez, ce qui est important aussi, Marianne, c'est que le choix du produit est… je suis en train de… Pourquoi moderniser? On peut se poser la question, c'est-à-dire pourquoi ne pas garder le plat tel quel? Pourquoi faire l'effort de le changer si on sait très bien le faire comme il est? C'est que le palais change. Le palais de l'être humain évolue avec son temps et son expérience dans la vie. On se doit, en tant que professionnel et en tant que chef, de suivre l'exigence de notre palais et puis du palais du client. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que le plat en lui-même, s'il est bien fait, bien respecté, est très bon, mais on peut le prendre à une autre Dimension peut-être. à une autre dimension, exactement, pour vivre une autre expérience à travers le jeu de texture, à travers les techniques de cuisson que j'ai pu acquérir et prendre pendant ces années de ce parcours professionnel. Et puis le choix de l'ingrédient et du produit est primordial. Tout commence par la connaissance et le savoir de l'ingrédient, de l'origine, de comment il a été, comment il est né et jusqu'à être cueilli ou c'est un légume ou un fruit. Enfin, l'évolution jusqu'à arriver chez nous pour pouvoir le transformer. Il n'y a pas de miracle en cuisine, ça commence par le produit et s'il n'y a que le goût. Le goût est primordial. C'est vrai, c'est vrai. La fraîcheur, le goût et la qualité du produit. C'est vrai. Donc, je suis vraiment positivement surprise par cette espuma de Mjadra et de Makdous. Ça a été fait. Comment tu as pensé à ça? Justement J'adore. à Marseille lors du week-end gastronomique donc de la cuisine gastronomique libanaise. C'est un siphon de Mjadra. Il a été conçu comment? Je mange ma Mjadra avec du Makdous وسلطة بقلة وبندورة أو سلطة ملفوف. مظبوط. Ok. Donc, je me suis dit, la mjadra, quelque part, c'est un de mes plats préférés, mais c'est un plat quand même, quelque part, qui est lourd, ou esthétiquement, du moins, pas tellement attractif, appealing. Yes. Donc, j'ai voulu l'alléger, j'ai voulu le rendre voilà, comme un nuage. Donc, j'ai fait un siphon de mjadra. En dessous, donc, est cachée une duxelle de Makdous, donc ça se mange à la cuillère. Et la petite salade de farfhin. La petite salade de farfhin, مش بقلة, farfhin. Le farfhin, c'est la baqlée sauvage, donc il y a un goût beaucoup plus puissant. J'ai ramené ça avec moi du Liban. Donc tous les ingrédients, comme d'habitude, je les ai amenés à Marseille avec moi. Il y a un des plats qui n'est pas présent parmi ces photos parce que j'ai dû choisir une sélection. J'ai fait un batenjen rahib avec un kebab. Je crois que je te l'avais envoyé. J'ai fait ramener le charbon avec moi. Comme les Japonais ramènent fiers d'eux-mêmes leur charbon, j'ai ramené mon charbon de chêne avec moi et on a fait le tour de Marseille pour trouver un petit barbecue à la libanaise. Incroyable. Ça n'existe pas.
Et j'ai fait et on a fait le tour pendant une semaine de Marseille pour pouvoir trouver un petit barbecue, pour pouvoir allumer mon charbon et faire mon petit kebab au barbecue à la libanaise. Voilà. Incroyable. Oui, parce que on retrouve le goût avec le charbon et le C'est manhal traditionnel. essentiel. On peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas échanger avec avec autre chose. Mais il y a des techniques où carrément on change la technique pour avoir une valeur ajoutée du produit. Ouais, Je ouais. t'en parlerai un de ces jours de mon fameux aurama que j'ai fait, mais juste à partir de juste cuisson et de techniques de cuisson pour te retrouver avec un agneau confit où tu fermes les yeux, tu manges un aurama et quand Ouh tu là là, regardes à l'œil, tu te dis c'est comme une cuisse de canard confite, quoi. Fabuleux aussi. c'est Donc incroyable, voilà. c'est incroyable. Tout ce que tu es en train de décrire maintenant est délicieux et c'est bientôt l'heure du dîner, donc fais attention. Tout à fait. On Tout à fait. on a une question de monsieur Rocco. So it's in English. What about the new generation chefs? Are they capable to keep this old identity and traditions? Donc tu crois qu'ils ont cet éveil? They have the awareness? C'est un défi, entre autres, dont on est, nous, responsables en tant que chef. C'est justement d'inculquer, de transmettre. Et on peut pas passer outre. C'est en cuisine, on commence par le bas de l'échelle et on peut pas brûler les étapes. On est obligé de passer par les bases. On est obligé d'apprendre quand on veut, bien sûr, être un chef qui se respecte et qui a la responsabilité des générations futures. Aux générations futures de venir à nous et à nous de transmettre, parce que nous, notre génération et celle un peu d'avant, transmettent, alors que moi, j'ai appris dans certains établissements, j'ai dû à la volette voler le savoir-faire parce qu'à l'époque, les chefs gardaient fermement leur secret avec eux et leur savoir-faire partait avec eux. Donc, on faisait les malins pour pouvoir jeter un coup d'œil par-ci et avoir des astuces par là. pour pouvoir s'acquérir de la technique et de la méthode de travail. Donc, alors Parfait. que nous, on offre sur un plateau d'argent aux nouvelles générations, on leur dit juste ayez pitié de valoriser et d'avoir la responsabilité de bien apprendre et de bien acquérir ces techniques et d'apprendre votre patrimoine et d'aller à la recherche de votre patrimoine et votre cuisine. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a quelque chose aussi à ajouter en ce qui concerne ces photos sur le dernier slide. Et je crois que j'ai encore une question. Je suis en train de voir. Alors, c'est pas une question. Monsieur Rocco était en train de nous remercier, d'accord? Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter concernant les photos qui sont devant nous. Écoute, je peux t'en parler jusqu'à minuit. Hein. Tellement je suis passionnée par ça et je suis fière de ce résultat et de la réaction en fait du client en face, parce que ça aussi, c'est notre seul remerciement, si tu veux. Et c'est une appréciation en fin de compte. It's so Ouais, rewarding. Exactement. C'est notre seul reward de voir en fait le client avec le sourire accroché aux lèvres
ou les yeux fermés, ou de te regarder, de te dire ah, tiens, tu m'as ramené à mon enfance, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé ça, bref, etc. Peut-être on peut terminer sur une note peut-être de douceur en parlant un peu du chmandour qu'on a aussi devant nous à droite, oui. Ouais, le colostrum. Ouais. Le colostrum, chmandour ou l'ébé, tout dépend de la région Ou l'ébé, c'est vrai. où tu es situé. Alors, nous, on appelle ça l'ébé. Dans d'autres régions, on appelle ça du chmandour. Et c'est le colostrum, donc c'est le premier lait de la première tétée du veau ou enfin de la femelle, si tu veux, parce que même chez les êtres humains, on a du colostrum. Donc le colostrum est ce lait épais et jaunâtre qui a tous les anticorps pour protéger donc l'enfant, le veau, l'agneau, etc. De tout ce qui est maladie, enfin ça lui donne tous les vitamines et tous les anticorps possibles pour pouvoir grandir sans problème. Et les bienfaits du colostrum, et c'est un liant très très fort. Donc dans les villages, enfin dans les montagnes, on est habitué donc à donner ces 2 premières tétées au veau, et puis après d'en prendre et de le mélanger selon des températures, une technique précise, au lait, avec du lait, et ça devient comme une crème caramel mais sans œufs, parce que le colostrum va lier le lait. Et donc ça c'est un dessert aussi qui me parle énormément. C'est toute mon enfance. J'ai fait ça et je l'ai agrémenté donc d'une peau de lait caramélisé qui fait comme une dentelle. C'est donc ce que vous voyez de marron, comme une dentelle, comme un biscuit. Oui. À côté, c'est un sirop au miel avec de la fleur d'oranger et de l'eau de rose. Et puis des pistaches que j'ai fait caraméliser comme un dragée. D'accord, d'accord. Voilà, des éclats de pistaches dragées. Tout simplement. Mais donc tu as tous les goûts déjà d'un lait frais, presque cru. Oui. D'une dentelle caramel qui a des notes, qui donne des notes de caramel et qui croustille. Donc ça, là, tu as donc le côté texture. Le sirop qui vient, parce que je travaille énormément sur le taux de sucre, et j'essaie de plus en plus de m'éloigner des sucres transformés et du sucre blanc. J'essaie énormément de travailler autour de sucre naturel, que ce soit du fruit directement si je travaille le fruit, ou de rajouter des sucres, enfin, comme le miel, debes, etc. D'accord. Voilà, donc il va contrebalancer en sucrosité, il va juste avoir ce qu'il faut, pas quelque chose de décorant, de sucré, et les éclats légèrement aussi sucrés parce qu'ils sont comme des dragées, donc ils sont enveloppés d'une couche qui va donner encore plus de texture, et le fondant de ce chmandour qui fait comme crème caramel. D'ailleurs, c'est très beau à voir et je suis sûre que c'est très bon aussi. Et on mange avec les yeux. Et surtout que c'est un dessert qui est oublié. Ça, c'est en plus qui est très important. C'est ça, c'est aussi l'importance de… Voilà. Qu'on remet à jour, et pas seulement à jour, qui devient contemporain, qu'on peut servir donc dans un dîner gastronomique, et dont on est très très fier. Et d'ailleurs, l'assiette que tu vois, c'est l'assiette de ma grand-mère. Waouh! Dans lequel elle est servie. Elle est très très belle. Ouais, c'est une très belle assiette. Et elle est choisie pour ça. Et on en retrouve quelques assiettes encore dans les maisons libanaises, tu sais. Tout à fait. On est toujours accroché à ces assiettes.
Exactement. اوعى تتكسر هيدي، اوعى اللي ما تتكسر. بنفتحه وما بنستعمله ما يتكسر. Exactement. اوكي هون عم نستعمله هون عم نستعمله. هون عم أوكي. نستعمل. D'ailleurs, oui, je Dis-moi, t'entends. tu veux que je continue à développer? On a encore le temps. Si tu veux encore qu'on essaie de... Enfin, bon, je crois, c'est déjà 7h moins, presque 7h moins le quart. Je te remercie énormément, Cynthia, pour ce webinaire. On a un peu vu la cuisine libanaise et la gastronomie libanaise. Bon, on a parlé un peu d'histoire, de terroir. On a aussi parlé du traditionnel et du contemporain. J'espère que c'était aussi intéressant pour tous les participants. Et sûrement, on va avoir aussi des collaborations. On va collaborer ensemble dans le futur proche pour des projets qui aussi vont mettre en valeur la tradition, mais d'une façon, je ne sais pas si on peut dire moderne, mais d'une façon un peu raffinée. Ouais. Non, moderne, contemporaine, raffinée. On va mettre en valeur. Tout à fait. Il le faut. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de le faire, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Et on le fera. J'espère très bientôt. que vous avez apprécié. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a encore des questions, s'il y a encore quelqu'un avec nous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne sais pas. On va attendre un peu. Oui, on a une question qui vient. Alors, chef Cynthia nous enrichit à chaque moment et à chaque rencontre. Madame Patricia Keba. Merci, Patricia. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions à poser, mais je suppose qu'on a vraiment tout couvert durant ce webinaire. Je te remercie encore une fois énormément, Cynthia, et à très bientôt. Merci à toi. Merci de nous avoir donné la chance d'en parler. C'est la première fois qu'on en parle comme sujet, donc très, très ravie d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça a été assez intéressant pour tout le monde. Et à très, très bientôt, Marianne. Et bon courage pour la suite. Merci pour le passeport culinaire. Merci à toi, Cynthia. Et très, très nos bonne soirée. Salutations à Nadir Habital aussi. J'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci Ciao. à toi. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bye bye.